14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Bon, je crois que si vous êtes fidèle à cette émission, vous savez sans nul doute de quoi on parle et même qui est mon invité aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Michel Odoul qui va nous tenir compagnie durant ces 2 heures et vous allez pouvoir faire parler votre corps afin de libérer des maux qui vous empêchent de profiter pleinement de la vie. Et oui, écouter son corps, c'est prendre soin de soi, c'est sans doute prendre en main aussi sa santé. Donc Michel Odoul, dans un instant, va revenir sur toute la symbolique du corps humain parce que, par exemple, ça signifie pas la même chose de se faire une entorse à la cheville droite qu'une entorse au poignet gauche, par exemple. Et il nous dira justement pourquoi. Ensuite, puisque dans cette émission, on parle surtout des relations affectives, peut-être qu'il est intéressant de remarquer quand on a mal quelque part, si c'est pas un indice qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus très bien dans notre relation. Moi, je pense quand même que écouter les messages du corps, eh bien, ça permet d'avancer dans une bonne direction, en tout cas dans une direction qui nous convient et que quand on a mal quelque part, peut-être que c'est un signe qu'il y a quelque chose à comprendre. Bref, en tout cas, vous pouvez nous rejoindre pour témoigner, pour poser vos questions. Vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Eh oui, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est devenu un best-seller, c'est traduit dans je ne sais même plus combien de langues. Moi non plus. Ouais, c'est ça le succès. Oui, c'est qu'on compte plus. Au début, on encadre et puis il y a un moment... Oui, on les encadre, on les empile et puis après on ne sait plus où on les a mis. C'est-à-dire, oui, et je suis le premier... très agréablement surpris et toujours autant touché quand des pays étrangers demandent à pouvoir éditer le livre ou quand chaque fois que ma maison d'édition Albin Michel me propose une réédition, etc. Je suis toujours très... Parce que ça veut dire quoi ? Il a 30 ans ce livre. Donc c'est pas quelque chose de tout jeune, etc. Et c'est vrai que le caractère qui était le sien, qui était un caractère précurseur, on aurait pu dire voilà, une fois que la chose est posée, c'est terminé. Mais non, c'est-à-dire que ce que je constate encore aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours autant de gens qui s'interrogent, qui recherchent, qui trouvent des réponses. Peut-être plus même, je crois. Enfin, il me semble, alors peut-être que je suis... La désespérance créée par le monde extérieur amène à retourner à soi et à partir de ce moment-là, évidemment, à reprendre conscience de qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai la migraine, que j'ai du mal à m'endormir, que j'ai des tensions au niveau du dos, que je digère mal, etc. Alors, une fois que j'ai balayé la question qui est la question biomécanique de base et qui est ma capacité à faire taire le symptôme éventuellement, peut-être que je peux après m'interroger sur y a-t-il quelque chose à comprendre ? Et je crois que la force qu'il y a peut-être dans cet ouvrage, c'est qu'on n'est pas dans la pensée magique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le système des solutions de base, que si t'as mal ici, c'est ça, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à ceci. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique dans laquelle l'idée même que le corps puisse nous exprimer quelque chose est en fait une interpellation à nous-mêmes, est une reprise de responsabilité sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais dans ma vie qui en ce moment me met mal Je trouve, et je vais faire la comparaison, je pense que vous serez d'accord, Michel Odoul, en fait c'est un langage que vous donnez à au lecteur et c'est à lui de décoder, il a l'alphabet et puis après... De placer son histoire dans ce cadre-là. Exactement. Voilà. Et justement, je voulais évoquer ce livre que je viens de recevoir qui est formidable. Vous savez que je fais de l'astrologie, Michel Odoul. Ça s'appelle Le Livre du Feu, c'est aux éditions Jouvence. C'est un Américain qui a écrit ce livre, Stephen Forrest. Et ce que je trouve très intéressant, c'est un livre d'astrologie, donc ça n'intéressera que ceux qui font un peu d'astrologie. Assez grand public quand même, mais qui serait peut-être plus difficile pour ceux qui n'en font pas. Et ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'en parle avec vous aujourd'hui, ce livre du feu, donc il parle des 3 signes de feu, dont le vôtre, le bélier, Michel Odoul. Ne dévoilez pas tout, mais il parle aussi des 3 planètes feu, et il montre bien à quel point le feu qu'on a dans son thème, c'est notre énergie vitale, c'est ce qui va nous permettre de dépasser les épreuves, c'est ce qui va nous permettre de grandir, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le courage d'avancer. Voilà. Et je trouve que quelque part ça rejoint un peu le Shiatsu que vous avez créé, l'Institut français de Shiatsu. C'est que finalement, quand on va voir un praticien de Shiatsu, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous permet de renouer avec notre énergie vitale, non ? Voilà.
il relance des flux, il reconnecte à son potentiel vital, il réénergétise, non pas à travers le fait d'apporter une énergie extérieure, mais simplement en permettant à des flux qui stagnent à certains endroits sans doute de se remettre correctement en route. Et à partir de ce moment-là, mais la vie, elle a un principe majeur qui est le principe homéostasique. Le but de la vie, c'est de chercher l'équilibre. Et donc, à partir du moment où nous avons pu restaurer cette circulation de la vie à l'intérieur de nous, des équilibres se font, tant sur le plan physique que psychique. Et on est dans un vrai langage de potentialité. On est dans un langage dans lequel la tension ou la douleur n'est pas destinée à nous embêter ou à nous faire mal. Mais c'est un petit peu comme un enfant qui a l'impression qu'on ne s'occupe pas de lui et qui va faire des bêtises pour attirer l'attention. Il y a quelque chose en nous qui tire une sonnette d'alarme, qui envoie un signal qui est destiné à quoi ? Qui est destiné ni à nous critiquer, ni à nous punir, ni etc. Mais à nous dire, attends, là, la façon dont tu avances, c'est peut-être un peu rapide ou un peu brutal, ou la route ou la direction que tu as prise n'est peut-être pas la bonne. Et c'est à nous après de rectifier le tir. Et on est dans une vraie communication à soi. On est dans un vrai langage de soi. Parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui essaye de le faire. On le connaît ça, vous parliez tout à l'heure nous évoquions des questions à travers la psychanalyse ou etc. ou la psychologie jungienne ou tous les grands travaux de la psychologie qui montrent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui essaye de communiquer avec nous qui s'appelle l'inconscient. Et comme dans le temps conscient, notre moi bloque les choses et parce qu'il a à gérer le quotidien et tout ce qu'est le manifesté, eh bien il y a une phase pendant laquelle il peut le faire, qui est la phase nocturne. Le moi est débrayé. À partir de ce moment-là, par le rêve, un certain nombre de signaux, quelque chose en nous envoie des messages. Et ces messages sont parfois plus ou moins codés. Mais il faut savoir que ce système fonctionne aussi à travers le corps. C'est-à-dire que quelque chose au plus profond de nous-mêmes, à un moment donné aussi, nous envoie des signaux et des messages qui peuvent être codés. Et c'est cette fameuse grille qui est intéressante d'avoir à travers vraiment une économie très basique et simple, à nouveau pas de pensée magique, mais qui est de dire que si mon estomac me sert à digérer la matière dont je me nourris, peut-être bien qu'il y a quelque chose en moi sur le plan psychique qui me sert à gérer la matière dont je me nourris psychiquement et intellectuellement. Et c'est là où on va comprendre que la personne qui mange 3 midis va mal réfléchir l'après-midi, parce qu'il y a un transfert d'énergie vers la structure physique, ou que l'homme d'affaires qui passe sa vie à ne traiter que des affaires va finir par se déclencher un ulcère à l'estomac, parce qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait que vers le champ psychique. Et ainsi de suite, il y a toute une espèce de cartographie qui va nous permettre de mieux être en lien avec nous-mêmes et de mieux communiquer avec ce premier être quand même qui peut nous sembler intéressant, qui est nous-mêmes. Nous-mêmes, évidemment. Alors justement, dans l'introduction, j'évoquais le fait que quand on est dans une relation affective, puisque c'est un peu quand même aussi la base de cette émission, peut-être que quand notre relation affective va moins bien, il y a des signes qui peuvent nous laisser penser à travers le corps, justement, que peut-être il est temps de comprendre, pas forcément de quitter l'autre, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas. De refaire un bilan de son couple et de communiquer. C'est extrêmement précis. Parce qu'en fonction de la zone corporelle, le message, il va être clair. Si ça me déclenche des migraines, c'est peut-être que ce qui se passe en ce moment avec l'autre me prend un peu la tête. Si je voulais faire de façon simpliste. Oui, bien sûr. Mais si chaque vendredi soir, quand j'arrive à la maison et que je sais que je vais passer un week-end entier avec mon conjoint, et que le vendredi soir commence à émerger quelques tensions dorsales, quelques migraines, quelques difficultés au sommeil ou quelques nausées, il y a sans doute quelque chose qu'il va falloir que je mette en lien. Si en revanche la tension va se manifester sur le fait que j'ai des pannes ou le fait que je n'ai plus d'envie véritable ou etc., ça va sans doute aussi parler de quelque chose et d'un niveau précis de la relation. Et ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que quand une relation va moins bien, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse. Le type d'émotion va définir le type de pathologie. Et ça va définir plutôt un mal, une difficulté à respirer. L'état inflammatoire, absolument, de l'acidité sur le terrain, etc. Et qu'on peut retrouver ça dans les problématiques de fertilité ou d'infertilité, de puissance, d'impuissance, de frigidité, qu'on va retrouver dans tout un tas de manifestations corporelles qui vont parler de ce qui se passe dans le couple réel et le couple externe, mais aussi parfois de temps en temps dans le couple interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une part féminine, Jung appelait ça l'anima, il y a une part masculine, il appelait ça l'animus, qui ont besoin de se réconcilier pour constituer l'être. Nous avons parfois, nous, des phases de vie, des époques ou des moments où nous sommes plutôt en tension dans une direction ou dans une autre.
eh bien sans doute que la latéralité du corps, droite ou gauche, va à ce moment-là venir nous parler de quelque chose qui est en lien avec ça. Et alors, ce qui est très positif, puisqu'on va quand même essayer de donner un message positif, Michel Odoul, c'est que lorsqu'on comprend bien, notamment si on a eu une grave maladie ou un accident, parce que ça peut se traduire aussi par un accident, hein, Oui. notre inconscient, il est malin. On a un comportement accidentogène. J'en oui, sais c'est quelque ça. chose. Si on arrive à l'intégrer, à l'accepter et à en faire accueillir quelque le sens, chose, oui. on évolue, quoi. Non seulement on évolue, mais on va mieux. C'est-à-dire que ce qui est très troublant, et à nouveau j'insiste là-dessus, on n'est pas dans la pensée magique, mais à partir du moment où je comprends ce qui m'arrive. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont téléphoné pour prendre un rendez-vous parce qu'ils avaient une douleur, quand ils ont raccroché, ça allait déjà mieux, la douleur était moins forte. Il se passe un phénomène à l'intérieur du corps, il y a des sécrétions d'hormones, il y a de l'ocytocine, il y a de la sérotonine, il y a un certain nombre de neurotransmetteurs qui vont générer un relâchement physique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand je comprends ce qui m'arrive, la douleur et la raison que cette douleur a dans ma vie, c'est ce qui va me poser les éléments fondamentaux qui vont me faire accepter les changements qu'il faut que je mette en place pour pas que ça se reproduise. Tant que la douleur que j'ai, même si elle est induite par un de mes comportements, que je ne comprends pas ce lien-là, je n'ai aucune raison de changer mes comportements. En revanche, quand ceux-ci vont être mis en ligne, là, je vais entendre le message faire quelque chose. Et la troisième des choses, c'est que le fait d'avoir une perspective, le fait d'avoir une issue, le fait de savoir qu'on va pouvoir être accompagné, mais qu'aussi la chose n'est pas une fatalité de la vie qui cherche à nous nuire, ou etc., mais que c'est un processus qui est un processus vivant, eh bien, c'est immuno-renforçant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, des systèmes biologiques. C'est assez troublant de voir ça en consultation, quand vous avez un patient à qui vous amenez la question du sens. Vous le voyez, il devient rouge, il transpire, il éclate de rire, il pleure, il a des larmes, il a les épaules qui tombent. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de réactions physiologiques qui montrent que dans la biologie, la réponse à l'insight, elle est claire et nette, et que ça va jusqu'au bout de ce principe-là. Or, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui constitue notre capacité à faire face aux situations de la vie, quelles qu'elles soient ? Ça s'appelle un système immunitaire qui existe tant sur le plan physique, lui il répond aux agressions du monde extérieur, que sur le plan psychique, qui répond à un autre niveau d'agression, mais qui aussi viennent du monde extérieur. En n'oubliant jamais que le système immunitaire, son premier rôle, c'est pas de lutter contre les microbes extérieurs, c'est de faire le ménage à l'intérieur de nous. Eh bien, on va faire le ménage à l'intérieur Voilà. de vous, si vous en avez envie. En tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300. C'est Frédéric qui est avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et nous évoquons donc vos mots du corps. Bonjour Frédéric, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Enchantée. Alors, c'est vos genoux qui lâchent? Oui, alors c'est-à-dire que oui, c'est mon genou qui un jour a lâché, il y a à peu près 10 ans. Et en fait, ça a été un premier lâchage. Et j'ai mon genou a lâché en rentrant. Je suis un petit peu émue, pardon, un peu stressée de parler. C'est pas grave, prenez le temps et on vous écoute et tout ira bien. Et une bonne journée, une très belle journée de passer. J'ai dansé avec mon fils et mon genou a lâché. J'en dansais un petit rock un soir, tranquillement. Donc Bon, rien de réellement violent qui justifie que le genou lâche, hein, on est bien d'accord. Absolument, justement, aucune violence, rien. Et le lendemain, je me suis vraiment aperçue que je pouvais plus du tout le plier, plus du tout marcher. Et on m'a dit que c'était les ligaments croisés. Donc de ça, je me suis fait opérer des ligaments croisés les mois qui ont suivi. Au début, on n'a pas voulu m'opérer tout de suite parce que j'arrivais sur 40 ans et ils voulaient pas trop m'opérer. Et puis au final, j'ai été opérée. De cette opération qui s'est bien passée, malheureusement, il y a eu un syndrome cyclope. Alors moi, je ne connaissais absolument pas ça. Moi non plus. Voilà. Alors peut-être Michel connaît un syndrome cyclope, c'est quelque chose de fibreux qui se met et qui empêche au genou de guérir. Bah, c'est une cicatrice qui a du mal à se faire. Voilà. Eh bien, alors au début, ça avait beaucoup de mal à Donc au début, on se dit j'ai pas de chance, et puis tout doucement, on se dit que peut-être quand même, il faut que j'écoute mon genou, non ?
Oui, bien sûr. Alors on me dit d'attendre un petit peu, de pas forcément l'opérer. Et puis au final, on me dit si, il faut quand même opérer, il faut nettoyer. Donc on me fait un curetage du genou pour pouvoir un petit peu enlever tout ça. Et de là, ça va quand même beaucoup mieux. Opération très douloureuse. C'est le genou droit ou gauche? Vous nous avez toujours pas J'allais dit. demander si madame n'avait qu'un seul genou. Pardon, excusez-moi. C'est le genou. Ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie, malheureusement, ce genou. C'est le genou gauche. D'accord. C'est le genou gauche. Et de cette suite, j'ai eu un curetage. Et puis, j'ai pu remarcher un peu difficilement. Mais j'ai quand même pu remarcher. J'ai passé quelques mois à la Châtaigneraie dans un centre. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, j'ai eu d'autres opérations sur ce genou parce qu'en fait, au final, tout a lâché. À un moment donné, tout a lâché en 2012. D'accord. 2013. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Ah pardon. Aujourd'hui, j'en suis que j'ai une tendinite. En fait, je suis un peu cassée de partout. J'ai des tendinites à droite et à gauche, des cuisses, fessiers, et j'ai une fracture de fatigue à la jambe où mon genou a été opéré. Je l'ai eu en 2019, la fracture de fatigue, et là, j'ai encore une autre fracture de fatigue. Donc du coup, là, je suis arrêtée. J'ai fait aujourd'hui, par exemple, des ondes de choc, je fais de la kiné, et parce qu'en fait, je me casse un petit peu de partout. Alors, j'ai lu de nombreux ouvrages, j'ai lu votre livre, Michel, j'ai lu votre livre, je ne comprends pas tout, mais les mots ont effectivement un sens. Je pense qu'il y a des choses que je n'avais pas forcément lâchées à un moment donné. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris déjà? Je pense que c'était un problème par rapport à mon père, au décès de mon père, qui a mal été géré, quelque chose que j'avais pas envie de lâcher, ou que je voulais pas lâcher, ou j'arrivais pas à lâcher. C'est pas obligatoirement lâcher, c'est plutôt le genou, c'est l'articulation de la flexion. Donc c'est l'articulation qui plie, donc éventuellement oui qui lâche, mais c'est surtout l'articulation de l'acceptation. C'est vraiment le sens profond de l'acceptation, de la soumission à ce qui est, et de la soumission dans son sens, non pas négatif, mais dans son sens le plus noble, c'est-à-dire on se met à genoux devant la statue de son Dieu, on se met à genoux devant son Seigneur, on est dans une espèce d'allégeance à ce qui est. Et a priori, donc, vous avez déjà constitué un premier lien, parce qu'effectivement, avec ce genou gauche, j'allais vous demander de me parler de l'homme, où est-ce qu'il était là-dedans. Ça vous est quand même arrivé à un moment donné où vous étiez avec votre fils. Il y a une vraie place qui est là-dedans. S'il y a une fibrose qui s'est installée derrière, c'est qu'il y a eu une difficulté à cicatriser. Si c'est sur les croisés, c'était les croisés internes qui ont lâché ? Alors au début ça a été les croisés internes, puis après il y a eu, en fait les deux ont les deux ont lâché. Après j'ai eu un tiroir, donc en fait la dernière opération, j'avais plus du tout, j'avais plus rien. Ouais. Mais si vous voulez, je crois que votre genou vous disait extrêmement clairement, effectivement, qu'il y avait sans doute quelque chose qui avait besoin d'être cicatrisé et que peut-être ça pouvait être associable effectivement pour vous à la disparition du père qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été avéré, ou pour laquelle il y a un sentiment ou quelque chose qui a été pensé ou ressenti qui est inavouable de votre part, hein. Oui, ça pouvait être aussi, peut-être aussi la relation avec le père de mon fils qui n'était plus là à ce moment-là aussi. J'allais y venir. Voilà, je pense que ça avait lieu aussi. Ça avait lieu et ça avait d'autant plus lieu, j'allais vous interroger avant d'arriver directement là-dessus, sur le fait que cette douleur au genou, il n'y avait pas eu des signes avant-coureurs au niveau de la hanche avant et au niveau du bassin ? Alors effectivement, j'avais une mal au genou à un moment donné et j'avais été voir quelqu'un. Je disais, j'ai mal au genou, j'ai l'impression qu'il va s'arracher, ou j'avais des sensations bizarres. Et on m'avait dit, ce monsieur m'avait dit non, pas de souci, c'était un médecin. Et en fait, ça m'est revenu après quand ça a lâché. Effectivement, avant j'avais eu. Mais il y a eu des fragilités dans la famille, donc je ne sais pas si ça peut avoir lieu. On sait quand même assez souvent que l'endroit où ça casse, c'est quand même pas par hasard. C'est souvent un endroit qui peut-être est un peu fragilisé. Mais voilà. Mais là, sachez que le bassin et la hanche, c'est l'articulation fondamentale qui peut se décoder à travers une idée de fond qui est l'abandon et la trahison. Ah bah oui, oui. Voilà. D'accord. L'abandon, oui, ça a été. Mais alors, ce qui est intéressant, Frédéric, c'est que là, vous avez l'air de dire qu'il y a tout qui lâche. Donc, il est peut-être temps de vous poser et de penser à vous et d'arrêter de continuer à lutter contre je ne sais quoi.
Ah bah oui, là complètement. Là, je pense que mais la vie a fait que j'ai été obligée de continuer. Peut-être dans mon travail, qui est un travail qui demande beaucoup, qui demande de beaucoup bouger, d'être beaucoup debout. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'était de remarcher. Et en fait, j'ai remarché, j'ai peut-être trop remarché parce que il y a 2 ans, en m'octroyant des vacances, je me suis cassé l'orteil du pied droit. Et vous voyez, tout est déjà dit, c'est-à-dire vous n'avez pas pris des vacances, vous vous êtes octroyé des vacances. Est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ce que vous êtes en train de dire ? Je crois, oui, Frédéric, il est plus que temps de prendre soin de vous. Et puis maintenant, c'est l'orteil droit qui Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de la structure osseuse qui s'en va, oui. qui se délite. Donc il y a des structures de fond qui s'en vont et qui se délitent. Je crois qu'il va falloir tourner la page sur les mémoires familiales. Et je crois qu'il va falloir que vous regardiez en face, sans doute, ce qui vous est venu à l'esprit quand votre père est décédé. Et qui est sans doute un espèce de cri gigantesque qui est venu de l'intérieur, du style « salaud, pourquoi tu m'abandonnes ?» Voilà. Et il va falloir que vous dépassiez la culpabilité de ça pour comprendre que c'est une réaction totalement saine et naturelle et que vous n'avez donc pas à continuer à vous punir de ça et que vous faites ce que vous avez à faire, vous élevez votre fils, vous développez votre vie, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, vous êtes là pour vous occuper de vous. Merci Frédéric, en tout cas. Merci beaucoup. On va continuer bien sûr avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas à témoigner. On fait une petite pause. On retrouve notre Sexy News. C'est Philippe Breneau aujourd'hui. Et on va parler de censure, de nouvelles censures, malheureusement. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous le retrouvons, notre Philippe Breneau. Vous nous avez manqué depuis 3 semaines, Philippe. Bonjour. 2 semaines où je ne suis pas venu, mais aujourd'hui, ça fait Brigitte, 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Mais aujourd'hui, Brigitte, je voudrais faire parler l'un des auteurs américains les plus importants, dont vous connaissez pas forcément le nom, mais vous connaissez l'œuvre, Bret Easton Ellis, si quand même. C'est l'auteur de l'emblématique American Psycho. Il l'écrit en 91, ça va donner en 2000 un film emblématique de toute une génération. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de son nouveau roman qu'il vient de publier. Je me suis rendu compte qu'un livre, un roman, est un rêve qui exige d'être écrit exactement comme vous tomberiez amoureux. Il devient impossible de lui résister, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'il n'est que d'écrire, au point de tout oublier d'autres, et ainsi naît le roman. C'est juste. Dans son dernier roman, qui s'appelle Les Éclats, qui vient de sortir chez Robert Laffont, en France, il y a beaucoup de drogue, de sexe. Or, il vient d'être attaqué, taxé de racisme, de sexisme. On lui reproche de ne pas avoir été relu avant publication par une nouvelle catégorie que vous ne connaissez pas, qui sont les sensitivity readers. C'est-à-dire les relecteurs de sensibilité Oh mon Dieu. ou de susceptibilité, on faudrait le traduire, on va voir comment on le traduit en français, pour déceler les passages pouvant blesser telle ou telle catégorie de la population. Certains lui ont reproché que le casting des personnages, comme si quand on écrit on fait un casting des personnages, et il dit bien au contraire, c'est intéressant, j'écris comme si je tombe amoureux, je réfléchis à rien et je laisse venir. C'est ça qui va faire la trame qui vient. Seuls, d'ailleurs, les personnages naissent. Certains lui ont reproché que le casting des personnages n'était pas assez diversifié dans leurs identités sexuelles ou leurs orientations. Un peu comme on fait dans certaines séries, il faut une proportion de toutes les orientations. Ça devient de la cuisine, quoi. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de... Voilà. Et on lui demande si American Psycho pourrait être publié aujourd'hui. Il répond évidemment non. Car ce livre ne passerait pas le filtre des sensitivity readers, ce filtre qui aujourd'hui castre une grande part de la créativité. Beaucoup d'auteurs réfléchissent avant de publier, et je dois dire, quand j'ai lu ça, que moi-même, j'ai personnellement réfléchi il y a quelques années, en écrivant L'incroyable histoire du sexe, et avec ma dessinatrice, on a réfléchi à certains passages. 10 ans avant, on l'aurait pas fait. On s'est dit, est-ce qu'on peut dire ça ? Et on a fait attention à certaines choses. Malheureusement, mais on y est d'une certaine façon obligé. Sur des passages de nos textes pouvant prêter le flanc, on y a pensé à des jugements tels que misogynie, homophobie, pédophilie. Vous voyez bien, Brigitte, que certainement je porte ce type de nom d'antivaleur. C'est-à-dire altérant,
par là même la créativité. Alors, par exemple, vous avez la même chose qui se passe avec J.K. Rowling, que vous connaissez, l'auteur de Harry Potter. Dans son dernier livre, elle parle d'un tueur en série qui se déguise en femme pour commettre ses crimes, blessure insupportable pour les trans. Vous avez insulté tous les travestis. La communauté transidentitaire, oui. Elle est accusée de transphobie et on veut canceliser son œuvre. Harry Potter n'étant pas lui-même suffisamment représentatif de la diversité des sexualités. Alors il en va de même. J'ai trouvé quelque chose d'assez étonnant. On est dans la même veine. Avec de nombreuses œuvres littéraires et un nouveau hashtag, le hashtag en anglais Disrupt Text, la disrupture. C'est un groupe de professeurs américains qui recherchent dans les œuvres classiques ce qui risque heurter la sensibilité des jeunes lecteurs. Il y a un certain nombre de tragédies de Shakespeare qui sont mises à l'index. Oui, et par exemple, les contes de Perrault. Alors, tu l'as dit complètement, dans un certain nombre, mais si, tout à fait vrai, dans un certain nombre de contes qu'il faudrait réécrire. On a Blanche-Neige et les 7 nains, là, il y a beaucoup les personnes de petite taille se sont senties extrêmement blessées. Le terme identitaire, c'est la blessure. Et un roman comme Gatsby le Magnifique devrait être interdit, apologie du mâle blanc dominateur, alors que c'est une lecture, justement au contraire un reportage extraordinaire sur des personnalités, et c'est tout à fait critique même de la personnalité. Les précautions que doivent prendre un écrivain aujourd'hui, à mon sens, altèrent sa pensée, affadissent ses propos, limitent ses audaces, avec le risque de voir la littérature se limiter aux propos politiquement ou nouvellement moralement acceptables. Une nouvelle morale des réseaux sociaux et de la woke culture est en train de s'imposer. Alors c'est à nous, c'est à vous, auditeurs aussi, de réagir. Et il faut réagir rapidement parce que ça se met en place et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas répondre, qui n'osent pas dire. Un peu comme si c'était des réalités, des vérités. Car on voit apparaître cette nouvelle censure détachée de toute connaissance, de toute culture et de réflexion pour ne porter le message que de l'émotion, c'est-à-dire de l'immédiateté, c'est-à-dire sans la médiation de la réflexion. Oui, mais l'émotion directe, c'est l'hystérie. En tout cas, la réflexion est nécessaire à la compréhension de la... Vous savez que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait interdire Astérix parce que Falbala, elle est quand même vraiment la blonde idiote, etc. Alors, et nous sommes dans une époque de pseudo-Savonarola qui, en plus, malheureusement, n'ont pas la culture. Et donc, partant de là, ne comprennent pas la plupart du temps ce qu'ils jugent et critiquent. Et donc ils vont avoir du travail parce qu'il va falloir qu'ils s'attaquent à la mythologie gréco-romaine. Oui, parce que dans la mythologie même la Bible, gréco-romaine, bien sûr. Et notamment dans l'Olympe, c'est quand même une gigantesque partouze. Et donc il va falloir régler des choses là-dedans parce que c'est pas du tout correct. C'est-à-dire que ne pas comprendre que derrière le mythe, on ne parle pas de la réalité horizontale et du quotidien des individus et de ce qui se passe en interne dans la manière avec laquelle un individu se construit. Et qu'à l'intérieur de nous, bien oui, au plus profond de nous-mêmes, il y a des relations qui sont des relations de conflit, de tension, de force, d'amour, d'inceste. Non, mais c'est-à-dire qu'on veut que tout soit lisse. On veut plus. D'ailleurs, c'est comme le principe de précaution. On voudrait que plus personne ne soit blessé par quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, c'est la guerre zéro mort qu'avait cherché. Qui avait été cherché en Irak, il voulait arriver à une guerre où il y avait mais c'est-à-dire qu'on va vivre. Moi je pense qu'il faut qu'on vive en bocal, comme ça, on risque rien, on risque plus d'être blessés les uns aux autres, et puis on se rencontre plus, comme ça, ça ira bien. Je crois il faut espérer que d'abord il y a du bon dans tous les mouvements. C'est quand même une minorité qui revendique ça. Mais qui aujourd'hui terrorise une part des gens qui savent pas quoi en penser. Et comme les autres n'osent pas parler, parce que ce que je dis, je sais très bien que je vais me faire attaquer. La majorité silencieuse, il faudrait qu'elle se réveille. Réveillez-vous, ceux qui nous écoutez. On peut espérer une chose, Brigitte, c'est que moi, il me semble d'abord il y a quelque chose de bon dans tout un tas de choses qui sont un petit peu radicales et qui font vraiment bouger la société. Ok. On peut espérer les hashtags ont permis des tas de choses, notamment. Bien sûr, ça fait moins de 5 ans, ça fait 5-6 ans maintenant. On peut espérer que dans les quelques années
qui suivent, il y ait un retour vers de la réflexion qui nécessite un temps long, qui nécessite d'avoir du recul, alors qu'on est, depuis 5 ans, on est complètement dans l'émotion. Et moi, je crois qu'on peut espérer revenir à une réflexion et qui est la caractéristique de l'humain. C'est pas l'émotion. Oui, mais là où je suis moins positive que vous, Philippe Bruno, j'espère que vous avez raison, c'est que j'ai encore fait une émission mercredi sur l'éducation avec Didier Pleu, et on voit quand même de plus en plus des parents qui éduquent avec de l'émotion et plus du tout de frustration et d'autorité verticale. Et donc on a des adultes qui sont des enfants et qui sont donc uniquement dans l'émotion. Et moi, c'est pour ça que je suis pas aussi positive que vous, mais c'est ma nature d'être positive, donc je vais être d'accord, hein. Michel. Oui, mais vous savez, la composante qui va réguler tout ça, qui est toujours celle qui a toujours tout régulé dans notre univers, s'appelle le temps. Et donc là, nous avons eu un balancier qui, à un moment donné, a été envoyé dans une direction qui était un peu loin. On est en train de revenir avec une force égale de l'autre côté. Et donc, on est dans une époque post-libertaire qui est devenue une époque qui est carrément autoritaire et castrante et frustrante. Je pense que le balancier va revenir au milieu, que des équilibres vont se retrouver. Ce sont les jeunes générations qui, de toute façon, vont un peu payer plus que nous le prix de ça. Et puis qui, à un moment donné, justement, parce que le prix va être élevé et exorbitant, et qu'on va découvrir en fait ce qu'il y a réellement derrière ça, c'est-à-dire en fait des opinions particulières de quelques-uns, les choses vont se réguler de par elles-mêmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes qui sont les systèmes puissants, qui s'appellent les réseaux sociaux ou les réseaux communicants ou les médias, sont plutôt dans ce mouvement-là, dans cette mouvance-là, parce que ça a un certain nombre fait du buzz. Voilà, Oui, et puis il faut, donc on va réécrire les James Bond. Je crois qu'on est d'accord pour soutenir tout un tas d'entités qu'on appelait des minorités, et qui, au contraire, n'étaient pas reconnues. Mais le fait de reconnaître n'est pas le fait d'être terrorisé par une présence. Par exemple, aujourd'hui, on ne parle presque plus, par exemple, d'homophobie, c'est réuni sous transphobie. Oui. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est minoritaire, plus il faudrait être dans une sorte de reconnaissance totale. Moi, je crois qu'il y a une reconnaissance de toutes les orientations, les identités, mais par contre, arrêtons le terrorisme de quelques-uns qui voudraient imposer une nouvelle morale qui n'a pas lieu d'être. Mais évidemment. Moi, je m'en fous, mon prochain roman, c'est une jument qui parle, donc je risque rien. Une jument, oui. Oui, ça va, je m'en sors bien. Ah, c'est pas mal, ça. Je vais le dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Philippe Bruno, et je vous invite vraiment à découvrir cette bande dessinée, l'histoire incroyable... L'incroyable histoire du sexe. Pardon, l'incroyable histoire du sexe, qui est aux éditions Les Arènes, qui est vraiment formidable et qui nous montre bien toute la diversité de la sexualité depuis la nuit des temps, et qu'il faut continuer à pouvoir rester dans cette diversité, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Bruno. Merci à vous. On continue avec Eléa, qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra en poser une après à Michel Odoul. Bonjour Eléa. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec... Bonjour Michel et bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première question, quelle serait la partie de votre corps qui est la plus fragile, Eléa ? Le cou. Le cou, ah, c'est le chakra de la communication, là. Ah bon? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez souvent mal à la gorge? Oui, ça tombe souvent sur mes... En fait, toute petite, j'ai eu une maladie qui est tombée suite à une angine, une maladie qui est tombée sur les reins. Et donc après, toute ma vie, on m'a dit attention, protège ton cou. Donc je mets toujours des écharpes. D'accord. J'ai été hôtesse de l'air, donc je mets toujours le petit flair de l'hôtesse de l'air. D'accord. Voilà. Très bien. Deuxième question, est-ce que vous gardez un bon souvenir de votre première fois? Oui. C'est pas les meilleurs, c'est sûr, évidemment. Hein. Non, ouais, mais c'est bien. J'ai cherché, c'était avec qui? C'est agréable pour lui. Non, c'était pas, voilà, c'était pas spécialement parce que j'ai failli l'avoir une première fois que j'ai refusé. Ouais. Donc je la considère pas comme une première fois, évidemment. Non, bien sûr. Et du coup, ma première fois, c'est moi qui l'ai choisie. Et moi, j'ai eu des petits. J'étais danseuse et donc le jeune homme n'a pas été content parce que il m'a dit tu m'as menti, c'est pas ta première fois, j'ai pas saigné, tout ça. Mais bon, en fait, c'était voilà, il savait pas que les danseuses avaient certainement cassé une mène avant. Voilà. Oui, mais il y a plein de femmes qui. Attendez, il y a plein de femmes qui saignent pas la première fois. C'est bien de temps en temps de repasser le message. Bon. Jeune. Eh bien, écoutez, c'est bien parce que j'entends malheureusement souvent plutôt le non que le oui. Et dernière question,
quelle note vous donneriez à votre libido en ce moment? Ah, elle est pas bonne. Ah, bah alors. Elle est au plus bas. Mais Sur 10, voilà, vous lui donnez combien? 2, 3. Ah oui, il va falloir faire quelque chose, Ouais. Léa. Bon, Ouais. eh ben, en tout cas, déjà, vous pouvez poser une question à Michel Odoul. Il vous écoute. Ah, bah justement. Est-ce qu'il y a un moyen facile d'arriver à rentrer en communication avec son mari qui est en demande? Donc, pour moi, ça serait l'idéal de pouvoir recommuniquer avec lui puisqu'il est en demande. Donc, il n'y a pas un sens pour l'instant, il y a une non-communication. Du coup, j'ai pas envie. Mais je sais que lui, il est en demande. Mais il veut pas parler. En demande sexuelle, hein? Ah oui. Oui, oui. Non, mais c'est ce que Oui, j'allais Et vous. pas charnel. c'est Pas ce que- charnel, que sexuel. Et moi, c'est ça qui me bloque. Peut-être, je sais pas ça. Je peux pas vous dire, je suis pas dans la tête de votre mari. Oui. La question en revanche que je voulais vous poser justement, c'était, vous savez, si on veut avoir une réponse claire, il faut que la demande soit précise. Or, dans la question, il y avait tellement de flou artistique et de quelle demande on parlait, de quelle communication on parle, de quoi, etc., etc. Quand vous avez besoin d'aller en vacances quelque part, vous arrivez à parler avec votre mari? Oui, très bien. Très bien. Quand vous avez besoin de faire les courses, vous arrivez à parler avec lui ou pas? Non. Pour faire les courses, non. Ah non, pas du tout. Non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a que C'est-à-dire? quand... En fait, moi, je fais les courses toute seule. Oui. Et quand il est fait, je râle. Ben voilà. Parce qu'il est fait mal, vous considérez? Bah oui, parce qu'il regarde pas les prix, il prend le premier truc, il prend que des trucs, il regarde pas les Oh, mais là, si vous, Nutri-Score, voilà. si vous commencez à est-ce critiquer votre mari... qu'il aurait éventuellement le droit de temps en temps de faire comme ça? Ah bah de toute façon, je le laisse faire, mais je suis pas contente quand même, parce que Donc voilà. en fait, Et il sait que ça m'énerve, mais il continue. je vais juste comme ça, je sais, c'est juste une suggestion de réflexion, etc. Mais est-ce Oui. qu'éventuellement, vous pourriez envisager que le fait de réagir de cette façon-là génère chez lui un sentiment de castration quand il se laisse faire ce qu'il a envie? Peut-être, je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de très basique et très simple. C'est de dire, la particularité du couple, c'est que dans ce que l'on voit dans l'autre, on a des indications et des incitations sur ce à quoi on a travaillé, sur quoi on a évolué ou a progressé. Vous parlez d'une problématique de communication. Dans la communication, il faut parler la même langue et le même langage. La même langue et le même langage, c'est que pour que la communication fonctionne, il faut, un, que je comprenne le langage de l'autre, mais de deux, que je sois prêt à l'entendre. Il est bien évident que peut-être que vous avez chacun des choses à vous dire qui sont des choses dans lesquelles l'attente, le désir le plus profond qui est le vôtre, soit quelque chose que l'autre ne comprend pas bien ou ne maîtrise pas bien. Et donc, à partir du moment où vous, dans la relation, vous avez envie de tendresse, de parler de choses autres, ou etc., et que finalement, peut-être que la relation sexuelle soit un aboutissement à tout ça, et un moment dans lequel, en fait, on scelle une espèce de retrouvaille ou de rencontre, il faut que vous lui décodiez, que vous lui précisiez ça. Il faut lui laisser de l'autre côté la part et la possibilité de faire pareil lui aussi. Et ça peut se faire, il y a des trucs très simples. Parce que si vous ne pouvez pas le lui dire en direct, en le parlant, en le regardant dans les yeux, vous pouvez prendre une feuille de papier et le lui écrire. Voilà, elle est à la réponse de Michel Odoul. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Baptiste qui va nous rejoindre dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Michel Odoul à décoder les mots du corps. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Je précise qu'il y a une réédition augmentée et c'est sorti toujours aux éditions Albin Michel. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous avez un problème d'eczéma, je crois, c'est ça? Oui, au niveau des mains, le haut des mains, et ça dure depuis plusieurs années. J'ai essayé toutes les crèmes et en fait, il n'y a rien qui marche vraiment. Et c'est pratiquement toute l'année et c'est plus sévère dès qu'il fait froid. Donc je voulais en fait avoir un conseil de la part de Michel Odoul et éventuellement s'il y avait une symbolique, un sens derrière. La symbolique, oui, la symbolique, elle est manifeste et elle est claire. Sur le plan de la biomécanique et sur le plan des traitements, on va dire, médicaux classiques, il y a quand même des crèmes et des pommades à la cortisone qui marchent très bien pour faire rentrer, entre guillemets, en partie disparaître l'eczéma. Ça ne le traite pas sur le fond.
Mais au moins, ça peut vous amener déjà un confort. Donc ça, voyez ça avec votre médecin. Il sera capable de vous prescrire un certain nombre de choses. Il y a des médicaments très connus pour ça. Sur ce qui est le reste, il faut savoir qu'il y a derrière toutes les problématiques de peau et les dermatoses, dont l'eczéma, éventuellement des réponses aussi intéressantes qui peuvent être faites au niveau alimentaire. Sur le plan alimentaire, c'est évident que les acidifiants organiques et tout ce que sont les produits laitiers, les viandes rouges, les charcuteries, les choses de ce genre-là, sont des facteurs aggravants. Ce sont rarement des facteurs causaux, mais ce sont des facteurs aggravants. Et enfin, le dernier des aliments qui, lui, peut être un facteur causal, qui est en tout cas un facteur aggravant des états nerveux, quels qu'ils soient, or l'eczéma en est une forme particulière, eh bien ce sont tous les sucres rapides. Donc dans la mesure où sur le plan de votre alimentation, vous allez pouvoir réguler des choses, sans pour autant rentrer dans des suppressions complètes, mais je pense que dans une première phase, quand vous êtes en crise, vous pouvez même aller jusqu'à la suppression complète des sucres rapides, etc. Vous allez déjà réguler les choses. Après, qu'est-ce que c'est l'eczéma ? L'eczéma, c'est la peau. La peau, c'est ce qui fait la frontière entre nous et l'intérieur de nous-mêmes et le monde extérieur. C'est donc un élément et un vecteur de protection qui définit notre champ de vie, notre champ territorial. Cet élément, et il a la particularité d'être très innervé, donc il permet de ressentir énormément les choses. Et il y a donc derrière les problématiques de peau, bien sûr, une question de sensibilité extrême. Le grand classique de ça, c'était le révolutionnaire Monsieur Marat. Tout le monde connaît ce tableau où il est dans sa baignoire, où il a été assassiné par Charlotte Corday, et on ne sait pas trop l'histoire. Pourquoi était-il dans sa baignoire ? Pas du tout parce que c'était un fan des bains, etc. C'est tout simplement parce qu'il était couvert d'eczéma et qu'il prenait des bains de soufre. Et tout est dit. C'est-à-dire que derrière l'eczéma, il y a du soufre, il y a de la souffrance. Il y a de la colère, il y a quelque chose qui est une irascibilité de fond par rapport à des rencontres, à des situations ou des vécus qui nous ont sans doute agressés, sans doute blessés. Il faut donc replacer votre eczéma dans la période, l'époque où il est apparu. Dernière chose enfin, c'est au niveau des mains. Les mains, c'est la façon visuelle, la façon manifeste avec laquelle on agit, on tient les choses et on les maîtrise. Il y a donc eu sans doute dans des périodes où c'est apparu, peut-être même des périodes de l'enfance, au cours desquelles ce que vous faisiez, la façon dont vous agissiez, vous a été amèrement reproché ou interdit, et ça a généré en vous des colères qui étaient des colères brutales, qui étaient des colères intenses et violentes, qui étaient un sentiment dans lequel ce monde extérieur vous contraignait et vous agressait, et très souvent dans les questions et dans les problématiques de peau, en lien avec l'image ou la présence de la mère. Ça vous parle tout ça, Baptiste ? Oui, là, il y a pas mal d'informations. Là, concernant mon alimentation, je fais attention depuis très longtemps. J'ai la chance de partager ma vie avec une diététicienne. Donc, dans ce domaine-là, je suis plutôt, enfin, j'ai une bonne hygiène de vie alimentaire. Oui. J'ai diminué la viande. Au niveau des produits laitiers, j'ai complètement arrêté. Seulement, je mange du fromage au lait cru. Donc ça peut m'arriver une fois par jour à peu près. Mais sur le plan symbolique, est-ce que ça vous parle ce que vous dites, Michel ? Parce que c'est là où on va avancer. En fait, au niveau symbolique, je suis quelqu'un de colérique, sauf que j'ai entrepris un travail sur moi depuis plusieurs années maintenant. Et donc vous refoulez la colère ? Non, pas du tout. Non, en fait, je l'ai ciblé et maintenant j'en prends de plus en plus conscience. Donc il y a encore du travail. Donc c'est-à-dire que parfois je peux encore avoir des écarts, mais ça reste vraiment rare, ponctuel. Ensuite, vous maîtrisez de mieux en mieux. Oui. Vous tenez bien serré de mieux en mieux. Disons que je suis dans le contrôle. Voilà, c'est ça. C'est tout à l'heure de contrôle. C'est bien ce qu'on craint, mais c'est l'inverse Baptiste. qu'il faut faire. Parce que la colère, il faut en faire quelque chose. Je dis pas faut pas la refouler, faut pas la retenir en force. Il faut taper votre voisin, évidemment que non, mais il faut en faire quelque chose de votre colère, sinon elle se retourne contre vous. Sur un sac de sable. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon elle se retourne contre vous. Et donc si vous pouvez pas agir, vos mains, c'est vos mains qui prennent. Est-ce que vous pouvez la nommer cette colère ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes colérique à votre avis ? C'est vis-à-vis de qui ? Ça vient d'où ? C'est difficile de répondre comme ça, rapidement. Pouvez-vous me définir votre mère en 3 mots ? Ma mère, ma mère, c'est quelqu'un de... elle est...
Bah, vous- admirable, elle est super gentille. Voilà. Elle est, Vous venez de me répondre. Vous venez de me répondre. Il va D'accord. falloir que vous détrôniez l'idole. l'idole. Mais oui, Donc c'est-à-dire que ma mère, je la vénère, je la. bien sûr, bien sûr. ouais. Alors qu'en fait, quelque part au fond de vous, il y a une blessure. Et qu'est-ce qu'elle vous a empêché de faire? À quel âge est apparu le eczéma? Oh, ça fait maintenant, je dirais à peu près une dizaine d'années environ, Bien. voire même un peu plus quand même. D'accord, et vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 41 ans. Oui. D'accord, donc vers 30 ans, vous avez commencé à avoir de l'eczéma. Et, Ouais, à peu près, ouais. et à ce moment-là, votre mère, elle vous a laissé partir? Elle vous a laissé, ou vous êtes senti obligé de... Non, en fait, non, ma mère m'a toujours, enfin, elle a jamais été, non, elle a toujours, m'a toujours, elle m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Au contraire, enfin, je veux dire, où est le mal, le fait que je vénère ma mère, en fait, je vois pas. Non, le il n'y a côté pas de mal, mais négatif, personne en fait. ne parle de mal. on Personne n'est ne pas parle du de mal. tout en train d'accuser quoi que ce soit, Baptiste. Écoutez, Ouais. restez avec nous. On vous retrouve Ouais. après les infos et puis on va essayer de vous aider à comprendre ce dont parle Michel Odoul. N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler au 0826 300 300. On retrouve Baptiste dans un instant, sa colère, son côté colérique et sa maman qu'il adore. Mais je voudrais aussi une réponse à ma devinette après les infos Michel Odoul. Oui. Je vous donne la devinette. Écoutez bien, quel est le point commun entre un baiser et un thermomètre? Vous avez le temps des infos pour répondre. Et puis, bien sûr, on va continuer avec Baptiste. Il va peut-être falloir un petit peu de temps. Hein. Mais on a jusqu'à 16h. Allez, à tout de suite. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Michel Odoul que nous continuons à vous aider à être mieux dans votre peau et pour éviter justement l'eczéma, puisque c'est le cas de Baptiste, l'eczéma sur les mains. C'est ce qu'il nous a raconté juste avant les infos. Alors on va lui redonner la parole et on va essayer de comprendre avec vous, Michel Odoul, qu'est-ce qui se passe. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quel est le point commun entre un baiser et un thermomètre? Je sais pas, la température? Absolument, ça permet de mesurer la température du patient, si c'est le thermomètre, et puis le baiser, s'il est passionné ou pas, l'amour qu'on a. D'accord. Voilà, merci, bravo. Bravo. Baptiste, donc, alors, on a le droit d'adorer sa mère, hein, Baptiste, je vous rassure, je le rassure tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être comme vous, mais bon, on a compris, vers 30 ans... alors elle vous laisse tout faire, elle vous critique jamais, elle est formidable, votre maman? Oui, en fait, là, en prenant le temps de réfléchir, le rapport avec ma mère et le rapport avec mon père, enfin, ma mère, c'était quelqu'un de vraiment super gentil, super affectueux, super tendre. Enfin, c'était vraiment l'archétype de la mère parfaite. Après, j'avais un père qui est très colérique, très impulsif. Donc, ça, j'ai pris un peu de lui au niveau caractériel. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un de plus proche. J'ai une relation plus intime avec mon père qu'avec ma mère. Mais comment vous expliquez ça? Votre mère étant je pense que je telle que ressens vous plus la à mon décrivez. père. Je ressens plus à mon père qu'à ma mère. Après, disons que ma mère a toujours été. Mon père était impulsif et colérique, donc on a eu quand même une éducation très stricte, très autoritaire, voire même parfois violente. Ça m'a jamais traumatisé d'ailleurs. Et votre n'en ai mère, jamais elle vous voulu. protégeait Et ma dans mère- ces moments-là? Oui, ma mère était plutôt protectrice, oui, carrément. Mais Même parfois, elle pouvait aussi en prendre une quand parfois elle se mettait un peu trop au milieu, quoi. Donc ça pouvait arriver parfois. Oui. Et donc, comment pouvez-vous expliquer cette proximité avec votre père à ce moment-là? Parce que, en fait, au niveau caractériel, au niveau tempérament, j'étais comme lui. Sauf que moi, le fait d'avoir fait un travail sur moi depuis plusieurs années, on a parlé de ça. Et ça a permis aussi de clarifier certaines choses, mais j'ai jamais été dans la Alors, moi, je vais rancune ou mettre, Baptiste, je vais mettre les pieds Oui. dans le plat, on va gagner du temps. Oui, allez-y. Excusez-moi, mais votre mère, à un moment donné, plutôt que de prendre des coups, il est peut-être temps de vous éloigner de ce père qui serait si négatif. Non, parce que ça a été une période, c'était pas tout le temps. Enfin, c'est-à-dire qu'il fallait toujours, il fallait toujours suivre le cadre. Après, moi, bon, comme tout enfant, parfois on essaye de transgresser.
Mais comparé à mon frère, lui a pris beaucoup plus de coups que moi. Donc après, à un moment donné, moi j'ai toujours été. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote. Oui, mais ça confirme ce que je viens de vous dire. Enfin, je veux dire, si vous êtes avec un père violent qui tape ses 2 enfants et que votre mère ne fait rien, si ce n'est de temps en temps s'en prendre une aussi, bonjour l'image que du couple parental pour tous les deux, me semble-t-il. Vous voyez ce que je veux dire, Baptiste? Encore une fois, je ne suis pas en train d'agresser votre mère. Non, pas du tout. Elle a cru bien faire et elle a fait ce qu'elle a pu. Mais enfin, quand même... Ce qu'il faut que vous intégriez profondément, c'est que quand on est dans des moments donnés où le corps cherche à exprimer ce qui se passe au fond, on n'est à aucun moment dans de la rationalité. On est purement dans des questions de ressenti et d'émotions qui ont été vécues et intégrées à des époques données. Il y a eu des moments dans votre enfance où vous avez intégré des images, des références parentales. Et ces images, elles sont devenues une espèce d'ossature à l'intérieur, une sorte d'archétype sur lequel vous vous appuyez. Et qui a fait, je vais faire un peu comme Brigitte, on va être un peu brutal pour aller jusqu'au bout, etc. Effectivement, votre mère était magnifique, etc. Sauf qu'au fond de vous, en tant qu'enfant, vous avez peut-être intégré une image de victime. Et qu'en revanche, votre père, il était brutal, il était ceci, etc. Mais vous avez engrangé à ce moment-là une image de puissance. Et il y a un conflit à l'intérieur autour de ça, qui n'est pas obligatoirement un conflit, qui est un conflit conscient. Sauf que vos mains, elles parlent de la manière d'agir, elles parlent de la manière de se comporter, de la manière avec laquelle on refoule ou on retient les choses. Et c'est la raison pour laquelle la colère se traduit par l'eczéma dans cette zone corporelle-là. Parce qu'il peut être dans plein d'autres endroits, l'eczéma. Et qu'il y a sans doute un vrai besoin de quitter ce champ. J'avais un ami qui disait « Oui, on sait que ta mère c'était Marie et que son mari s'appelait Joseph. » Mais il y a un moment donné, nous avons tous eu à un moment donné des raisons d'engranger une mauvaise image de nos références parentales. Et ça n'accuse personne de rien. Les parents font aussi bien qu'ils peuvent, aussi loin qu'ils peuvent. Mais toujours est-il que c'est ça que nous avons engrangé à un moment donné. Et à tort et à raison, eh bien, nous en avons constitué quelque chose qui est un rapport au monde qui, s'il est pathogène, finit par se traduire à un moment donné sur lequel nous avons besoin de nous débarrasser. Il faut faire à l'intérieur de vous la paix entre les images de la mère et les images du père. Il faut réconcilier quelque chose au plus profond de vous-même, parce que sinon c'est complètement ahurissant d'entendre quelqu'un qui dit « Ma mère était magnifique, elle était parfaite, et mon père il nous cognait dessus et c'était un autoritariste pour ne pas dire pire ». Et je suis plutôt du côté de mon père. Il y a quelque chose qui manifestement... voilà. Et donc, on voit bien que là, on n'est pas dans ce qu'est la question rationnelle, effectivement. On est dans une question qui est une question un petit peu plus sensible. Et c'est ça qui se traduit dans l'eczéma. D'accord. Vous voyez, Baptiste, je crois qu'il faut revisiter votre lien de loyauté à vos parents pour comprendre pourquoi vous en êtes là et comment vous pouvez vous réconcilier avec l'image de chacun, avec leurs défauts et leurs qualités, parce qu'il n'y en a pas une qui est parfaite et un qui est complètement monstrueuse. Et puis d'ailleurs, c'est pas ce que vous dites non plus. Puis quelque part, vous le savez, vous avez commencé le travail par vous-même. Donc voilà, il faut continuer dans cette direction-là, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas travailler sur l'arbre qui cache la forêt. Et peut-être que cette colère, c'est pas parce que vous vous êtes identifié à votre père, mais c'est peut-être parce que vous n'avez jamais pu vous défendre votre mère comme vous auriez voulu en tant qu'enfant. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut aussi revisiter. D'accord. Mais prenez du temps, c'est long, c'est compliqué. Ben oui. C'est compliqué, vous savez, on a toute la vie pour avancer. Oui, et ça touche tes zones sensibles. Donc, bien évidemment que c'est un travail, c'est une épreuve d'Hercule monstrueuse, mais qui est tellement magnifique parce qu'au bout, il y a quelque chose qui s'appelle vous-même, qui s'appelle exister par vous-même et non pas en réponse, en résonance ou en soumission à des images qui ont été acquises il y a des décennies. D'accord. Merci Baptiste. Merci beaucoup. On continue avec Julien qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Très honoré de pouvoir participer à votre émission. Bah, c'est gentil Julien, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Donc vous avez des douleurs en bas du dos, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai depuis 3 mois des grosses douleurs côté droit au bas du dos. Et en fait, ça perdure. Et puis, je suis très très fatigué, manque d'énergie. Et puis,
Voilà, je fais beaucoup de routes. Et donc je suis souvent assis, quoi, hein, et cette douleur perdure, quoi. Et comme on dit, elle me tape un peu sur le système, quoi. Oui. Voilà. Vous avez fait faire un bilan au niveau rénal? Oui, j'étais chez mon médecin traitant qui me disait que c'était ok, quoi. Au niveau des reins? Ouais. Je parle pas au niveau de la colonne vertébrale, hein, je parle au niveau de l'organe des reins. Au niveau des reins, oui. D'accord. Très bien. Des examens, quoi, sanguins. Voilà, c'est ça, parce que ça peut être la première piste. Hein. La première piste peut être quelque chose qui est en lien avec les reins, qui peut comprendre notamment les éléments de fatigue que vous évoquez. Après, la deuxième piste mécanique qu'il faut investiguer, bien sûr, c'est la piste ostéopathique, hein, ou aller voir un praticien shiatsu, c'est-à-dire faire vérifier le bon étagement des vertèbres lombaires. Et enfin, le bon ancrage des deux iliaques, des deux hanches, parce qu'il peut tout à fait arriver, surtout si vous faites beaucoup de voitures, que vous soyez mécaniquement déclenché un décalage de la hanche droite. La question Pardon. Allez-y. En fait, je vais souvent chez un chiropracteur et chez un ostéopathe aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Une fois par semaine. Et eux, le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop. Ils me manipulent, ils me font craquer, puis ça s'arrête là, quoi. Vous voyez? C'est pour ça que je suis un peu... Mais est-ce que le mal de dos, à ce moment-là, se calme? Écoutez, après la séance, ça dure 1 heure et puis j'ai de nouveau mal au dos, quoi. Oui, donc c'est déjà... faut peut-être changer d'ostéopathe. Oui, il y a quelque chose... c'est ça, oui. Oui, c'est ça, ou alors c'est que c'est au-delà du mécanique, c'est-à-dire qu'on va trouver derrière des problématiques de lombaire ou des problématiques de hanche aussi, des questions qui sont des questions énergétiques. C'est pour ça que j'évoquais éventuellement un praticien shiatsu, parce qu'on peut aller travailler sur des points d'acupuncture ou sur des méridiens d'acupuncture, ou si vous n'en avez pas qui soit dans votre secteur, aller chez un acupuncteur éventuellement. Mais ensuite, il y a après ce qui est la zone corporelle. D'accord. La structure lombaire. Oui. Dites-moi. Je suis très tendu au niveau de la nuque et tout ça. Ça fait 2-3 mois que je trouve que je suis très tendu. Je crispe. Oui, tendu et fatigué, ça traduit quand même quelque chose qui laisse à penser qu'il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui est lourd à porter, quoi. Tendu et fatigué, si on fait beaucoup de route, c'est pas terrible, hein? Voilà, c'est ça. Avec des heures de sommeil qui sont pas énormes non plus, donc je sais pas si tout ça a un lien, quoi. Si c'est le fait non, la fatigue avec le fait de pas dormir beaucoup et de faire beaucoup de route, non, je vois pas le lien. Hein. D'accord. Mais non, mais je vous taquine là. Hein. Je m'en doutais bien, c'est pour ça que je dis d'accord. bah oui, et évidemment. Vous savez, la structure lombaire, il y a 5 vertèbres lombaires. Et les êtres humains ont 5 points fondamentaux sur lesquels ils s'appuient pour constituer leur être dans leur vie, qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. Et quand il y a des tensions qui sont dans ces plans de vie, cela va se traduire par une tension équivalente au niveau lombaire qu'on va trouver derrière les lombalgies. Et puis ensuite, en fonction des évolutions éventuelles des lombalgies ou des subluxations vertébrales, à travers des sciatiques, des cruralgies, un certain nombre de manifestations de ce style-là. Et par conséquent, je pense que vous êtes sans doute dans une phase de vie où vous êtes arrivé peut-être au bout d'un système et d'un mode de fonctionnement. Vous avez sans doute beaucoup tiré sur la corde. Il est peut-être temps quand même de moduler un petit peu les choses. Votre corps vous oblige quelque part à vous poser, à vous arrêter. Donc il faudrait voir sur quel point plus particulièrement vous dépassez un petit peu, vous dépensez trop d'énergie par rapport à un de ces 5 points, Julien. Vous avez quel âge ? J'ai 37 ans. Surtout que vous êtes jeune. Voilà. Donc vous avez vraiment... C'est gentil. Non, surtout venant de nous, vous êtes tranquille. nous avons de la marche. Et donc il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et ce n'est pas normal que la mécanique fatigue de cette façon-là. C'est du côté droit. Il se passe quelque chose en lien avec du féminin, avec une symbolique maternelle, avec le couple, le couple, ou en lien avec votre type de travail. Écoutez, pour rien vous cacher, c'est un peu tout mélangé en ce moment. C'est que
J'ai une vie sentimentale qui est au chaos complet. Et puis, je me pose pas mal de questions par rapport à mon orientation, on va dire, dans mon travail, quoi. Voilà. Il faut retrouver de la stabilité. Bon, il faut vous poser, Julien, et peut-être un peu lever le pied déjà, si je puis dire. Au propre et au figuré. Et puis essayer de voir, de vous écouter un peu plus profondément. Faites-vous aider éventuellement pour trouver un petit peu mieux la route que vous avez envie de prendre, si je peux me permettre cette petite image. En tout cas, votre corps vous dit que vous avez besoin d'équilibre et que le chaos n'est pas satisfaisant pour vous. Voilà, donc a priori, il y a rien de grave, hein, mais c'est le moment, d'avancer en vous-même pour pouvoir mieux... 36 ans est un âge clé. Hein. Oui, évidemment. On se demande où est Saturne. Merci Julien, merci beaucoup. Allez, on va rêver dans un instant, Michel Odoul. C'est un petit exercice qui va certainement vous plaire. On va écouter le rêve de Elisa et puis on va lui dire ce qu'on peut en déduire. Voilà. D'accord. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Je rappelle le titre du livre qui est ressorti. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Augmenté avec quelques maladies malheureusement un peu trop présentes dans notre société anxiogène. Elisa, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Eh bien, vous allez nous le raconter, votre rêve, et puis on verra ce qu'on peut en dire. Oui, alors pour ma part, je fais un type de rêve en fait assez récurrent. Oui. Je rêve que je dois fuir. Alors, souvent, je n'identifie pas forcément ce que je dois fuir, mais il y a toujours cette notion de devoir préparer ses affaires, de devoir se préparer, rassembler des choses et de devoir partir, et je n'y arrive pas. Voilà, le temps se ralentit, je n'arrive pas à retrouver tel objet, et je suis bloquée comme ça, je n'arrive pas à fuir, et j'ai souvent dans ces rêves-là en plus une dimension avec de l'eau. C'est-à-dire quel genre d'eau? Avec de l'eau. Souvent l'eau est un danger, plus une inondation, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc si vous ne voulez pas mourir noyé, il faut que vous puissiez fuir, hein, c'est ça, en gros? Peut-être même pas la noyade, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette présence d'eau et cette fuite. Et c'est vraiment la récurrence dans les rêves que je peux faire. C'est voilà, la fuite et l'eau. Et ce qui bloque, vous avez des images comme ça de choses qui bloquent ou... Est-ce que c'est parce que vous avez les jambes coupées? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à sortir de la maison? Ce serait quoi qui bloque? C'est ça, ne pas retrouver les choses, être arrêté dans ce que je fais, avoir cette sensation de temps qui se ralentit. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent empêcher votre fuite. Alors qu'il faut aller, il faut pourtant se vous dépêcher sauver. Et être efficace. Et l'eau, c'est être efficace. Pardon? Être efficace. Être efficace, oui, justement. C'est une notion qui émerge dans le rêve. Oui, parce qu'il faut aller vite, il faut faire au mieux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est quand vous rajoutez être efficace, est-ce que cette notion d'efficacité, elle émerge aussi dans le rêve? Ou est-ce que c'est uniquement une traduction maintenant pour nous expliquer votre ressenti? C'est plus pour vous expliquer, oui. D'accord. Allez vite, bien et. Oui. Donc vous êtes angoissé et puis vous êtes bloqué. Et l'eau, juste comme ça symbolise quoi pour vous? Comme ça, qu'est-ce que vous diriez? Et j'ai jamais vraiment su comment l'interpréter, en fait. C'est vrai que l'eau dans mes rêves n'est jamais... Non, mais je vous demande pas de l'interpréter. Je vous dis, si je vous demande qu'est-ce que vous diriez, c'est quoi l'eau pour vous? Il y a du danger pour moi. Oui, ça, on a bien compris, mais voilà. Symboliquement, l'eau, c'est quoi? Par exemple, le feu, ça représente la chaleur, ça représente le soleil. Donc l'eau, ça représenterait quoi pour vous? L'inverse, complètement l'inverse. Le froid, l'obscurité. L'obscurité, oui, parce que l'eau n'est jamais claire dans mes rêves. Vous voyez, c'est toujours sombre. C'est une vague qui peut emporter. Voilà, c'est vraiment obscur. C'est une vague qui peut emporter, c'est ça?
Non, même plus, très calme. D'accord. C'est très calme. Bon, en mais, tout cas, Elisa, Michel, Oui. vous pouvez réagir bien sûr aussi. Hein. En tout cas, on voit bien que dans votre vie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien dans le fait où, au fond, vous aimeriez échapper, si je puis dire, à la vie dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé sur un plan peut-être plutôt, je dirais, familial ou sentimental. Il y a quelque chose certainement de cet ordre-là qui semble assez évident quand on essaye d'interpréter la symbolique de votre rêve. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oh, ça peut, et puis même au-delà du sentimental ou du familial. Oui, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et en même temps, vous ne pouvez pas le changer. Alors, vous ne pouvez pas le changer. Si, on peut toujours changer, hein, mais votre rêve vous montre bien que plus vous allez rester dans la vie que vous avez actuellement, plus ce rêve risque de revenir et risque surtout de vous donner la sensation d'avoir les jambes coupées. Oui, ça c'est un rêve qui m'a beaucoup accompagnée tout au long de ma vie, en fait. Oui. Vous vous souvenez d'une époque où il a émergé au début ou pas ? D'autant que je me souvienne, non, pas vraiment. C'est quelque chose qui a toujours été là, en fait. Et là, on peut comme ça se permettre aussi l'eau, c'est à la fois les émotions, la famille, mais ça peut aussi représenter l'image d'une mère qui a beaucoup été soumise et que quelque part vous n'arrivez pas à couper ce lien de loyauté vis-à-vis d'elle et à vous autoriser en tant que femme à peut-être dire non et vous positionner d'une manière plus autoritaire. Est-ce que ça vous parle aussi, ça ? Pour le coup, j'ai jamais vraiment eu de mère. D'accord. Vous êtes née à terre ou pas ? Oui, je crois, a priori. Oui. La grossesse s'est bien passée pour votre mère ? De ce que je peux en savoir, oui, également aussi. Parce qu'on peut trouver des fois dans ce sentiment d'urgence pour fuir une eau qui peut éventuellement vous emporter, ou en tout cas est profonde et inquiétante. Il peut y avoir eu ça aussi. Hein. Mais vous avez été abandonné par votre mère ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez « je ne peux pas vraiment une mère » ? J'ai eu une génitrice, en fait, qui m'a beaucoup mise en danger, Ah ben voilà, vous voyez bien que votre rêve... qui ne m'a pas protégée, qui ne m'a pas... Vous voyez bien quand je parlais de l'eau qui serait... de ma vie. Oui, ben voyez, donc il y a quelque chose encore à analyser psychologiquement parce qu'il y a quand même encore ce lien à votre mère quelque part. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en détacher, à fuir. Et vous êtes bloqué parce que justement vous avez encore de l'amour pour cette mère qui vous avez eu beau vous en détacher, votre rêve montre bien que vous êtes encore bloqué dans ce lien de loyauté à elle et qu'il faut arriver à le couper, ce lien de loyauté. Hein. Je ne dis pas que après vous faites comme vous voulez, mais symboliquement pour pouvoir enfin vous autoriser à vivre la vie que vous avez envie de vivre en tant que femme. C'est très intéressant. C'est vrai que j'avais absolument jamais fait le lien avec cette part-là de moi. Ben oui, mais c'est pour ça que tous les vendredis, on interprète un rêve, parce que justement, c'est un décodage extraordinaire de ce que nous dit notre inconscient. Donc il faut, vous avez eu raison sans doute de couper le lien avec elle sur le plan réel. Maintenant, il faut le couper sur le plan personnel, symbolique, inconscient. D'accord ? Oui, parce que c'est vrai que je passe ma vie à avoir peur de reproduire ce qu'elle a pu faire. Ben oui, parce que vous êtes encore en lien avec elle, quoi que vous en ayez fait sur le plan réel. Hein ? C'est ça. Et dès que je ressens dans certaines de mes réactions une similitude avec ce que j'ai pu vivre avec elle, c'est très compliqué. Ben faites-vous aider, je crois que ce sera nécessaire. Hein ? Et puis, vous pourrez réécouter ce qu'on vous a dit en podcast. Merci Elisa, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon courage. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. Sud Radio, Brigitte Lahaie.
le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, on va parler des émotions. Comment s'en libérer? Alors, évidemment, on a compris, faut pas les contrôler, il faut pas les inhiber, il faut les accepter déjà. Alors, c'est vrai quand c'est positif, c'est-à-dire la joie. Bon, après, a priori, on se pose pas la question. On est joyeux et tout va bien, voilà. Sauf que parfois, trop de joie dans certaines circonstances, ça peut être mal à propos. Ça peut même conduire à l'infarctus si on est dans une joie trop explosive. Et donc, on dit d'ailleurs en médecine chinoise que l'émotion, c'est ce qui nous fait avancer et nous met en mouvement, mais que trop d'émotions blesse l'organe. Et donc, bien sûr. voilà. Enfin, moi, je pensais plus à si vous avez tout d'un coup une très très bonne nouvelle sur votre smartphone et que vous êtes à un enterrement, faut pas crier chic. Ouais. Voilà, c'était plus l'image que j'avais, mais vous avez raison. On peut aussi trop de joie peut aussi provoquer un infarctus. Bon, ensuite, je vais continuer mon love conseil. Nos émotions, c'est vrai, souvent nous pourrissent la vie, et puis on a tendance à ne pas vouloir les écouter, à vouloir s'en débarrasser comme ça. Elles vont pas aller faire. Elles vont pas nous embêter, sauf que une émotion qui n'est pas interprétée, vécue, elle fait des dégâts à l'intérieur de nous. Et donc je vous donne ce petit exercice le soir, avant de vous endormir. Repensez au moment délicat que vous avez traversé dans la journée, et n'hésitez pas à revisiter, si je puis dire, quelque chose qui n'aurait pas été digéré. Et à côté, essayez d'inscrire l'émotion que vous auriez ressentie. Et je propose ce petit exercice parce que je sais que très souvent, vous avez du mal à mettre un mot sur l'émotion. Alors, il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et bien, peut-être qu'il y a eu un moment un peu difficile dans la journée. Et c'est parce que vous n'avez pas su exprimer cette émotion que ce moment a été difficile à vivre et que vous avez besoin le soir donc de penser à ce moment-là particulièrement. Et donc, c'est important d'essayer de décoder justement ce que ça a été. Et puis ensuite, voyez si ça vous a concerné réellement, ou au fond si ça a été quelque chose que vous avez vécu parce que par exemple vous étiez dans un transport en commun et vous avez vu quelqu'un insulter quelqu'un d'autre et que au fond vous êtes resté passif, mais ça vous a mis en colère ou ça vous a rendu triste, et tout ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous ressentez, et puis à partir de ce moment-là, vous allez un petit peu mieux savoir décoder vos émotions et en faire quelque chose et pas les laisser pourrir à l'intérieur de vous. Ouais. Mais donc, content de cela, en plus, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, parce que c'est tout à fait juste à un autre niveau, c'est que si je fais ce travail le soir, cela m'évitera de m'endormir avec l'émotion et de faire qu'à l'intérieur de la phase nocturne, elle continue à faire son dégât caché parce que justement, elle a été refoulée et non identifiée. Le fait de l'avoir réévoquée, de l'avoir nommée, va faire qu'elle n'aura plus sa place dans la phase nocturne et qu'on pourra à ce moment-là profiter de ce moment où on travaille sur soi, on fait un espèce de ménage intérieur pour travailler sur autre chose. Donc c'est vraiment effectivement le moment idéal pour faire le point sur ce vécu-là. Et si vous faites ce petit exercice, peut-être pas tous les soirs, mais un petit peu de temps en temps, vous serez assez vite plus à l'aise avec ce que vous ressentez au fil du temps, et c'est quand même ça l'essentiel. Ah oui. Être en lien avec soi, tout simplement. Ça fait du bien. Ça fait du bien, Michel. Et nous aurons Anne-Laure Buffet lundi. On évoquera l'amitié. Quelle est la différence entre l'amour et l'amitié? Comment éviter les conflits en amitié? Parce que ça peut faire mal aussi, les conflits en amitié. Et puis, on verra aussi comment surmonter une rupture amicale, parce que ça peut faire mal aussi, tout ça. Voilà. Catherine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous, et puis dites-nous ce qui vous arrive. Qu'est-ce que... Merci de prendre mon appel. Et voilà, j'ai votre livre, Michel Odoul. Ça, c'est bien, ça. Que j'ai précieusement sur ma table de nuit. Donc voilà, moi en fait, je voulais évoquer... Alors je précise, parce que vous parlez du livre de Michel Odoul, c'est « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », je suppose, qui vient de ressortir aux éditions Albin Michel. Alors je voulais dire, moi j'ai déjà dû le lire 3 fois, et on peut le relire parce qu'on redécouvre, on revoit les choses un peu différemment au fil. Alors faut pas le lire 3 fois d'affilée, bien sûr, mais au bout de quelques années, je trouve que c'est intéressant de le relire. Il y a des livres clés comme ça que je relis, et parce qu'il y a
il y a des moments dans sa vie où il y a des choses qu'on n'est pas encore apte à comprendre, à entendre, et puis un peu plus tard, on les... Oui, c'est ça. La relecture permet de percevoir des niveaux de message ou de signal qu'on n'avait pas perçu avant. Oui. Exactement. Oui. Voilà. Ouais. Alors je le dis pour vous, puis je le dis pour tous ceux qui écoutent, qui n'auraient pas encore acheté le livre d'abord. J'ai les deux versions. J'ai les deux versions. Bon, mais vous avez quand même des mots du corps, alors racontez-nous. Ben oui, en fait, j'ai toujours eu mal au dos, en fait, quand j'étais jeune. Et puis, au décès de ma mère, il y a 20 ans, j'ai eu de plus en plus mal dans tout le corps, en fait. Et jusqu'à un jour, j'ai eu le genou complètement enflé. Et donc, j'avais 30 ans. Et le médecin m'a directement dit d'aller chez le rhumatologue. Et là, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Oui, voilà. C'est pas rien. Donc, c'était vraiment à la suite du décès de ma mère, je pense. Voilà, comme si j'avais eu... Ma mère me protégeait un petit peu et comme si j'avais une barrière, un pilier qui s'était écroulé. Oui, c'est plus ça. Plutôt que la question d'une barrière, c'était un point d'ancrage. Parce que derrière la spondylarthrite ankylosante... on a une pathologie qui est d'ailleurs plutôt masculine parce que c'est plutôt une pathologie d'équilibre et de maîtrise du monde. Ouais. On a une pathologie avec un très fort soupçon auto-immune qui habituellement, normalement, d'ailleurs, mais je pense que c'était les maux de dos que vous évoquiez avant, ne commence pas au niveau du genou, mais commence plutôt au niveau du sacrum et des iliaques. Tout à fait. Et ensuite remonte le long de la colonne vertébrale, puis ensuite va prendre les hanches éventuellement, descend au genou, etc. C'était quel genou qui a été touché ? À droite. Oui. Oui. Donc on voit bien que la piste que vous évoquiez en lien avec le décès maternel est effectivement assez clairement nommée. Il y a eu la difficulté, en tout cas pour vous, à accepter, ça c'est la symbolique fondamentale du genou, quelque chose en lien avec du féminin puisque c'était le côté droit. Et voilà, là, le lien temporel était précis, il était clair. Mais surtout, ce qu'il y a derrière cette idée de spondylarthrite ankylosante, il y a une idée majeure de perte d'équilibre et de perte des référentiels qui amenaient la stabilité et l'équilibre dans la vie. Tout à fait. On ne peut plus s'appuyer intégralement sur son être parce qu'un pan de cet être a disparu, un pan de cet être a été mis en fragilité ou a été déstructuré. Ce qui fait même que d'ailleurs... par des besoins de compensation, de protection ou par de refoulement de ce qu'a été le ressenti ou le vécu, on s'auto-nuit à soi-même, mais c'est en cela où on trouve la piste auto-immune qui est ce système immunitaire qui lui-même agresse les propres cellules de notre corps. Donc vous avez là, oui, bien sûr, un appel de détresse de quelque chose au plus profond de vous-même qui vous demande de faire la paix avec le départ de votre mère et de comprendre que peut-être que son départ est quelque chose... qui était censé vous libérer et non pas vous empêcher de bouger et de vous positionner. Et vous avez besoin de pacifier, de faire le deuil de cette disparition. Et oui, parce qu'effectivement, elle est morte à 58 ans et ça a été jeune, bien violent. Sûr, oui, jeune, voilà, violent. Et elle est morte, elle, d'une sclérose en plaques. Donc, ça a été un parcours compliqué aussi. Qui est aussi une problématique auto-immune. Voilà, donc Mais en allant sur le terrain de l'auto-immune, ça ne va rien lui enlever à la souffrance qui a été la sienne. Vous n'avez pas de dette à rembourser ou etc. Parce qu'au-delà des termes de violent que j'ai entendus dans votre bouche, on entendait aussi profondément injuste. Et je crois qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là parce que c'est celui qui va faire qu'à ce moment-là, vous allez vous retourner contre vous comme vous avez déjà commencé à le faire. Reconstituer de la structure. Votre mère, si elle est là, elle n'a qu'une envie, c'est de vous voir en équilibre, libre, capable de marcher, de plier, de bouger, d'avancer. Elle a besoin que vous soyez comme ça. Elle n'a pas besoin que vous l'accompagniez dans sa douleur. Oui, tout à fait. Oui, ça, vous voyez, ça me touche encore. Mais bien sûr. Mais parce que Catherine, la relation mère-fille est une relation tellement fusionnelle. Et je pense que vous l'avez perdue relativement jeune et vous n'étiez pas encore suffisamment devenue femme pour couper ce lien fusionnel. Et donc, quelque part, vous portez son fardeau, si je puis dire. Et d'ailleurs, quand je la voyais malheureuse, etc., ça me rendrait... Je la voyais souffrir et elle me disait « T'occupe pas de moi, va, sors, vis ta vie, quoi. » Et
c'était compliqué. Alors que vous restiez Ouais. pour vous occuper d'elle Oui. et chercher à la protéger parce qu'elle s'était retrouvée dans des situations douloureuses dans lesquelles elle se sentait désarmée, c'est ça? Oui. Et puis, cette souffrance physique qu'elle avait, quoi. Oui. Mais oui, mais vous n'y êtes pour rien. Oui. Vous n'êtes Donc, coupable de rien. Et puis, peut-être que vous pouvez aussi mieux comprendre son cheminement à elle. Et puis, ça peut vous aider aussi un petit peu pourquoi elle a fait cette sclérose en plaques et pourquoi elle est Oui, allez décédée. peut-être relire ces chapitres de la sclérose en plaques ou de la spondylarthrite ankylosante, parce que derrière les mots que vous avez entendus au cours de cette émission, le fait d'aller relire va peut-être vous amener une nourriture un petit peu plus large. À partir du moment, que ce soit d'ailleurs pour votre mère ou pour vous, où le système immunitaire est déparamétré et mis en cause, c'est la conscience de soi qui est mise à mal. Vous avez besoin de reconstituer la conscience que vous avez de vous-même, la valeur qui est la vôtre. Vous avez besoin de vous redonner le droit de vous tenir droite parce que la spondylarthrite ankylosante empêche ça. Mais juste, ou non, ou au contraire, elle raidit en fait, non? Elle raidit, mais elle vous empêche de vous tenir droite. Vous êtes obligé d'avoir le genou très légèrement fléchi, le bassin est en tension, les lombaires sont contractés. Et lorsque, ça n'est pas votre cas, mais dans les cas de spondylarthrite grave, on se met à avoir des postures antalgiques qui ressemblent à des postures de scoliotiques ou de personnes qui ont la colonne vertébrale totalement déformée. D'accord. Donc, ça empêche de notre verticalité, ça empêche de nous élever, de grandir. Puis d'avoir la tête droite devant et vers vous, c'est-à-dire que la parcelle de vie qui est en vous, elle est à votre charge, il faut vous en occuper. Votre raison d'être n'est pas de continuer à porter une partie de la souffrance qui a été celle de votre mère, et il n'y a pas de rédemption dans le fait du regret. Oui. Mais du coup, c'est un travail qu'on fait comment alors Déjà en arrivant à dire adieu à votre mère, peut-être en lui faisant une lettre d'adieu. C'est ça. Essayez de lui écrire. Et puis peut-être que ça va être très difficile, vous allez beaucoup pleurer. Ouais. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas coupé là. Et en coupant, ce qui n'empêche pas qu'elle sera toujours en vous, on perd jamais sa mère, Catherine. Mais il faut quand même couper ce lien-là qui vous attache encore à elle. Et surtout, quand vous aurez fait ce travail de lettres, que vous aurez mis tout ce qui était le ressenti spontané qui arrive au moment de ce travail d'écriture, que vous l'aurez relu et que vous l'aurez signé, vous allez l'envoyer à votre mère en la brûlant. C'est-à-dire ne la gardez pas. Surtout ne gardez pas cette lettre. Ok, entendu. Je crois que ça vous parle. Oui, complètement. Bon courage, Catherine. Merci beaucoup. Non, merci. Bon courage, merci au revoir. à vous. Au revoir. On fait une petite pause et puis on va conclure avec un test. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, Michel, je vous jure que non, mais alors c'est mon inconscient. Oui, c'est ça. C'est un test que va faire Antoine qui nous a rejoint. Quel amant êtes-vous en fonction de votre attitude au volant? Oui. Parce que je sais que vous adorez... Oui. Non, mais là, je suis intimement touché par votre innocence, Brigitte. N'est-ce pas? Oui, Je vous jure que non, en plus. Allez, on fait une petite pause, comme quoi on est toujours trahi par son inconscient. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Vous avez le droit aussi de faire le test si vous voulez. Et c'est Antoine qui fait le test. Quel amant êtes-vous en fonction de votre attitude au volant? Bonjour Antoine. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Bon, j'espère que vous conduisez, Antoine. Je conduis. Aujourd'hui, je ne suis pas au volant, mais ça m'est arrivé d'ailleurs. J'espère que non, pas en faisant le test. Exactement. Mais sinon, oui, je conduis. Bon, donc ça tombe très bien. Vous allez pouvoir répondre spontanément. Je vais vous poser 10 questions. Vous répondez à la réponse 1, 2, 3 ou 4. Quand vous mettez le contact, qu'est-ce que vous ressentez? Petit 1, heureux de voyager. 2, vous aimeriez mieux y aller à pied. 3, un peu de stress. D, déjà pressé. Que j'aimerais y aller à pied. D'accord. Quel surnom vous pourriez donner à votre voiture? 1, mon cheval magique. 2, mes jambes roulantes. 3, ma liberté. 4, mon bien précieux.
Michel Oudoul, ça vous fait rire. Oui, oui, oui. Je vous promets, je vous le donne après. D'accord. La deuxième, c'était quoi? Mes jambes roulantes. Oui, mes jambes roulantes. D'accord. Troisième question, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre voiture? Petit 1, le silence de son moteur. 2, sa carrosserie anti-rouille. 3, son peu de consommation. 4, son look. Ça serait plus... ça serait... Non, son look. Son look, d'accord. Ouais. Au volant, vous êtes plutôt prêt à flirter. 2, fumer ou vous coiffer. 3, capable de grignoter ou boire. 4, à téléphoner. Ça sera plutôt manger et téléphoner. Mais bon, téléphoner. Plutôt téléphoner, d'accord. Ouais, bah, c'est pas très original. Ouais. La vitesse pour Antoine, la vitesse pour vous, c'est 1, grisant. B, de temps en temps. 3, pas pour vous. Et 4, trop stressant. Non, ça serait de temps en temps. D'accord. Dans un embouteillage, vous en profitez pour 1, draguer votre voisine de voiture. 2, vous plongez dans le mode d'emploi pour régler les options. 3, ranger votre bordel. 4, vous prenez le couloir de bus. S'il n'y a pas de policier, ce sera le couloir de bus. Même s'il y a des policiers, hein, visiblement. Bon, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Hein. Moi... Et ça vous fait rire en plus. Eh ben, ça fait ça vous fera 2 contraventions au lieu d'une, Antoine. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que vous craignez le plus, justement? 1, rouler après avoir un peu trop bu. 2, quand il y a de la neige ou du verglas. 3, quand vous conduisez avec un blessé ou une femme enceinte dans la voiture qui est près sur le point d'accoucher. Et 4, la peur du gendarme. C'était quoi la question exactement? Qu'est-ce que vous craignez le plus? Ah oui, la peur du gendarme. Eh ben oui, évidemment. Alors, s'il vous arrive de brûler un feu, petit 1, vous pensez que vous avez été imprudent. Petit 2, tard le soir, quand vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de risque. 3, quand vous n'avez pas d'explication, mais ça peut peut-être arriver. Et 4, ça vous arrive souvent. Ça peut m'arriver, mais c'est pas ce que je fais. Je le fais rarement. Donc, ce serait quoi? Ce serait... La troisième, je crois. La troisième, hein, oui, c'est ça. Si vous croisez un chauffard, vous pensez 1, vous serrez les fesses. 2, vous le klaxonnez ou vous faites un appel de phare. 3, vous relevez son numéro pour le signaler. 4, vous n'hésitez pas à le toucher un peu avec votre pare-choc. Non, ça serait... La première ou la deuxième, c'était quoi déjà? Alors, il faudrait peut-être vous déboucher les oreilles, Antoine. Hein. 1, vous serrez les fesses. 2, vous le klaxonnez et vous faites un appel de phare. Ouais, c'est plutôt klaxonner un appel de phare. Ouais, ça ne m'étonne pas de vous. Et dernière question, vous avez une femme qui a un pneu crevé sur le bord de la route. Petit 1, vous vous arrêtez, vous jetez un œil sous son châssis, évidemment. Le jeu de mots, vous l'entendez, j'imagine. Je l'entends bien, je le comprends. N'est-ce pas? 2, vous lui assurez que vous êtes la bonne personne pour réparer sa roue. 3, vous lui faites un sourire, mais vous continuez votre chemin. Et 4, vous lui proposez de l'emmener à son rendez-vous. Lui proposer de l'amener à son rendez-vous si elle est pressée, oui, ça c'est certain. N'est-ce pas? C'est dans ma nature. Mais dans un premier temps, c'est surtout de lui réparer sa roue. Ouais, je prends la réponse 4, là. Hein. On est d'accord, hein, Michel Oudoul? Ouais. Faites pas le malin. Bon, alors, vous avez donc un maximum de 4, avec pas mal de 2 quand même aussi. Hein. Alors, maximum de 4. C'est vous qui décidez et vous aimez que votre voiture démarre au quart de tour. Bon, les préliminaires, ok, mais ça doit pas trop durer quand même. Et puis ensuite, vous êtes apte à conduire avec brio, quitte à faire un peu crier les pneus. Vous êtes un vrai sportif endurant. Avec vous, mieux vaut avoir du répondant. Antoine, ça vous va? Ça vous convient? Ça me va plutôt bien, ouais. C'est assez vous, ça?
Ouais, c'est assez ressemblant. Ouais, oui. Hein. Donc, comme quoi les tests, hein, ça nous fait toujours amuser, mais ça parle quand même toujours de nous. Ben, Si, c'est assez ressemblant. Ouais, ben voilà. Voilà. Bon, en tout cas, vous aussi, si vous avez envie de vous amuser à faire le test, vous pouvez le retrouver sur sudradio.fr, sur nos réseaux sociaux. Et puis, je vous le donne, Antoine, Michel Odoul, excuse-moi. Je vous le donne, comme ça, vous pourrez vous amuser si vous en avez envie. Merci beaucoup, Antoine, en tout cas, d'avoir... avec plaisir. Fait ce test avec nous. Et puis, soyez quand même prudents, les gendarmes, ils sont partout, hein, attention. Hein. Oui, actuellement, ils sont mobilisés sur Paris, donc ça va. Oui, surtout avec le téléphone, quand même. Si vous avez un kit main libre, c'est pas grave. Oui, c'est un kit main libre. Oui, en plus. D'accord. Ouais. Eh bien, merci en tout cas, Antoine. On est en fin d'émission. Je rappelle ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Livre du Feu, c'est aux éditions Jouvence. C'est un livre donc qui parle d'astrologie, mais de manière original et assez grand public, qui est écrit par un Américain, Stephen Forrest, avec une préface d'Olivier Clerc qu'on salue. Voilà, le feu, c'est notre énergie fondamentale. Michel Odoul, quels petits conseils que vous pourriez donner? Là, il nous reste 1 minute et demie. À ceux qui nous écoutent, comment laisser le feu qui brûle en nous, comme dirait Johnny? Alors, laisser le feu qui brûle. Le feu, c'est ce qui anime, c'est l'énergie dans toutes ses formes. Si on est dans le champ de l'astrologie, ce sont les planètes puissantes, c'est Mars, c'est le Soleil. Ce sont des planètes qui sont des planètes... Jupiter. Et Jupiter, de mise en action, de mise en route, d'expansion, de développement, etc. Et ça, c'est une énergie dans l'inconscient collectif qui porte cela parce que dans la réalité, on va dire, vibratoire, fréquentielle du monde, c'est lui qui est là. Et pour animer et allumer le feu en soi... Eh bien, il faut savoir qu'en énergétique, ce qui est associé à cette énergie du feu, au principe du feu, ça s'appelle le désir. Et qu'il y est essentiel dans la vie, si on veut que la flamme brûle en nous, que nous donnions les moyens d'entretenir ce feu et de nourrir le désir que nous avons face à la vie et face aux choses. Et ça, c'est quelque chose, contrairement à ce qu'on peut penser, qui n'est pas quelque chose de passif ou qui ne se fait de soi-même. Le désir est quelque chose qui s'entretient et se travaille tous les jours, comme la flamme d'une veilleuse, un peu dans une... Comme un feu de cheminée. Comme un feu de cheminée, etc. Et donc, levons-nous chaque matin et travaillons ne serait-ce que quelques secondes le fait de nous dire que nous avons sans doute un vrai bonheur, un vrai plaisir à avancer dans la journée, même si celle-ci nous semble compliquée et que la météo n'est pas bonne. Dès qu'on s'élève au-dessus des nuages, on retrouve le soleil. Eh bien, tiens, la prochaine fois qu'on fera une émission ensemble, Michel Odoul, on reviendra sur les 4 éléments. C'est intéressant parce qu'ils sont tous en nous et parfois il y en a un qui est plus fort. Et c'est toujours intéressant de comprendre ça. Ils sont forts en termes de symbolique, ils sont très éclairants. Voilà. Merci beaucoup, Michel Odoul. Merci à tous. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et puis, je l'ai dit, lundi, on sera avec Anne-Laure Buffet. On reviendra sur l'amitié, qui est aussi une relation affective forte et qui peut parfois aussi nous faire du mal.